Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré les avancées technologiques, nous ne voyageons pas dans l'espace aussi souvent qu'on pourrait le penser? Bien sûr. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. On dirait que l'espace est là, prêt à être exploré, mais quelque chose nous freine. Est-ce seulement une question de budget, ou y a-t-il d'autres facteurs en jeu? Ça va bien au-delà du budget. Le coût du carburant pour les fusées est un facteur très important. Imaginez la quantité d'énergie nécessaire pour vaincre la gravité et quitter l'atmosphère terrestre. C'est une aberration. C'est logique. J'ai entendu dire que le carburant représente une part importante du coût total d'une mission spatiale. Mais quel type de carburant utilise-t-il? Est-ce quelque chose de super exotique et cher? Généralement, on utilise des combinaisons d'oxydants et de réducteurs, comme l'oxygène liquide et l'hydrogène liquide, ou du kérosène raffiné. Le problème n'est pas tant la rareté des composants, mais la quantité nécessaire et la complexité de les stocker et de les manipuler à des températures extrêmement basses. De plus, il faut les brûler de manière contrôlée pour obtenir la poussée nécessaire. Je comprends. Donc, ce n'est pas seulement le carburant, mais aussi la technologie pour l'utiliser efficacement. Que me dites-vous du développement et de la fabrication des fusées? Il doit y avoir un autre goulot d'étranglement là-bas, non? Absolument. Construire une fusée, ce n'est pas comme assembler une voiture. Chaque composant doit être extrêmement léger mais incroyablement résistant pour supporter les vibrations, les forces G et les températures extrêmes pendant le lancement et le vol. Les matériaux, l'ingénierie et les tests sont très coûteux. Et je suppose que chaque lancement est un risque énorme. Si quelque chose ne va pas pendant le décollage, on perd non seulement la fusée, mais aussi la charge utile et dans certains cas, des vies humaines. Exactement. Cela nous amène à un autre point, l'infrastructure de lancement. Vous avez besoin de plateformes de lancement spécialisées, de systèmes de contrôle, de personnel hautement qualifié et de mesures de sécurité exhaustives. Tout cela nécessite des investissements substantiels. En y réfléchissant bien, c'est comme construire un port spatial géant et ultra sophistiqué. Et qu'en est-il des astronautes? L'entraînement doit être une folie, non? Imaginez-vous. Il ne suffit pas d'être intelligent et en bonne forme physique. Ils doivent supporter des accélérations extrêmes, s'adapter à la microgravité, apprendre à opérer des machines complexes, réaliser des expériences scientifiques, et tout cela en étant confinés dans un espace réduit pendant des mois. C'est comme un super athlète, scientifique et pilote d'essai, tout en un. Et puis, il y a la question du support vital dans l'espace. Comment font-ils pour respirer, boire et manger là-haut? C'est là qu'interviennent les systèmes de support vital. Ils doivent recycler l'air et l'eau, maintenir la température et la pression adéquates, filtrer les déchets et fournir des aliments nutritifs. Essentiellement, ils créent un micro-écosystème à l'intérieur du vaisseau spatial. Incroyable! Et ils doivent aussi se protéger des radiations cosmiques, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que c'est très dangereux. C'est exact. Les radiations cosmiques peuvent endommager l'ADN, augmenter le risque de cancer et causer d'autres problèmes de santé. Les vaisseaux spatiaux doivent être équipés de boucliers spéciaux pour atténuer les effets des radiations. Donc, il ne s'agit pas seulement d'aller dans l'espace, mais aussi d'y survivre une fois qu'on y est. Et que se passe-t-il quand quelque chose se casse dans le vaisseau spatial? Comment ils réparent ça? C'est là qu'entre en jeu la maintenance et la réparation des vaisseaux spatiaux en orbite. Les astronautes sont entraînés à effectuer des réparations de base, mais ils ont parfois besoin d'outils et de pièces de rechange spéciaux. Dans certains cas, des missions de sauvetage ou de réparation plus complexes sont nécessaires. Quel défi! J'imagine que travailler dans l'espace avec des outils, en flottant en microgravité, n'est pas une mince affaire. Et en parlant de défis, que me dis-tu des combinaisons spatiales? Elles doivent être le summum de la technologie, non? Les combinaisons spatiales sont comme des mini-vaisseaux spatiaux individuels. Elles doivent fournir de l'oxygène, réguler la température, protéger contre les radiations et les micrométéorites, et permettre aux astronautes de se déplacer et de travailler dans le vide spatial. Elles sont incroyablement complexes et coûteuses à développer. Ce sont comme des armures spatiales. Et une fois la mission terminée, comment font-ils pour revenir sur Terre en toute sécurité? La rentrée dans l'atmosphère doit être un moment critique. La rentrée atmosphérique est l'un des moments les plus dangereux d'une mission spatiale. Le vaisseau spatial doit supporter des températures extrêmes en raison de la friction avec l'air, et il doit être capable de freiner de manière contrôlée pour atterrir dans un endroit sûr. J'ai vu des vidéos de capsules spatiales en train de brûler en entrant dans l'atmosphère. Ça fait très peur. Et quelle est la fiabilité des systèmes électroniques dans l'espace? Ne sont-ils pas affectés par les radiations ou les fluctuations de température? C'est une grande préoccupation.
Les systèmes électroniques dans l'espace doivent être résistants aux radiations, aux fluctuations de température et au vide. Des composants spéciaux et des techniques de conception sont utilisés pour garantir la fiabilité des systèmes électroniques dans l'espace. Je suppose qu'on ne peut pas simplement acheter une puce dans un magasin et l'utiliser dans un vaisseau spatial. Et comment communique-t-il avec les vaisseaux spatiaux à de longues distances? Ça doit être compliqué d'envoyer et de recevoir des signaux d'aussi loin. La communication à longue distance avec les vaisseaux spatiaux nécessite des antennes paraboliques géantes, des amplificateurs puissants et des protocoles de communication sophistiqués. Les signaux peuvent mettre des minutes, voire des heures, à atteindre leur destination, selon la distance. C'est comme envoyer un message dans une bouteille à l'autre bout de l'océan, mais avec une technologie super avancée. Et en parlant de choses qu'on envoie dans l'espace, qu'en est-il des déchets spatiaux? J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup d'ordures en orbite autour de la Terre. La gestion des déchets spatiaux est un problème croissant. Il y a des milliers d'objets, allant de satellites hors service à des fragments de fusées, en orbite autour de la Terre à des vitesses vertigineuses. Ces déchets peuvent entrer en collision avec des satellites actifs et des vaisseaux spatiaux, créant encore plus de débris. C'est comme un champ de mines spatiales. Nous devons trouver un moyen de nettoyer l'espace avant qu'il ne devienne trop dangereux. Et que fait-on pour réduire le coût des voyages spatiaux? Développe-t-on des technologies de propulsion plus efficaces? Oui, de nouvelles technologies de propulsion sont en cours de recherche, telles que les moteurs ioniques, les moteurs à plasma et les systèmes de propulsion nucléaire. Ces technologies pourraient réduire considérablement le coût du carburant et permettre des voyages spatiaux plus rapides et plus longs. Ça a l'air prometteur. Et qu'en est-il des effets à long terme de la microgravité sur la santé humaine? Comment les astronautes sont-ils affectés par le fait de passer des mois ou des années dans l'espace? La microgravité peut entraîner une perte de masse osseuse et musculaire, des problèmes cardiovasculaires, des altérations du système immunitaire et d'autres problèmes de santé. Les astronautes doivent suivre des programmes d'exercice rigoureux et prendre des mesures préventives pour atténuer les effets de la microgravité. C'est comme si le corps humain n'était pas conçu pour vivre dans l'espace. Et comment les missions spatiales complexes sont-elles planifiées et coordonnées, avec autant d'acteurs impliqués? La planification et la coordination de missions spatiales complexes nécessitent la collaboration d'agences spatiales, d'entreprises privées, d'universités et d'institutions de recherche du monde entier. Des accords et des protocoles clairs doivent être établis pour garantir que tous travaillent ensemble de manière efficace. C'est comme diriger un orchestre géant, où chaque instrument doit jouer en harmonie. Et je suppose qu'il existe également des réglementations et des accords internationaux sur l'utilisation de l'espace, n'est-ce pas? Oui, il existe des traités et des accords internationaux qui réglementent l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. Ces accords traitent de questions telles que la propriété des ressources spatiales, la militarisation de l'espace et la responsabilité des dommages causés par des objets spatiaux. Il est important qu'il y ait des règles pour éviter les conflits et garantir que l'espace soit utilisé de manière pacifique et durable. Et en parlant de risques, combien coûte l'assurance d'une mission spatiale? L'assurance pour les missions spatiales est extrêmement chère en raison des risques élevés encourus. Les compagnies d'assurance évaluent soigneusement les risques de chaque mission et fixent les primes en fonction de la probabilité d'échec. Ça ne m'étonne pas. Avec autant de facteurs qui peuvent mal tourner, assurer une mission spatiale doit être comme parier sur un cheval avec une patte cassée. Et qu'en est-il de l'atterrissage sur d'autres planètes ou lunes? Cela doit être un défi encore plus grand que la rentrée dans l'atmosphère terrestre. Développer des systèmes d'atterrissage précis sur différents corps célestes est un défi énorme. Chaque planète ou lune a sa propre atmosphère, gravité et terrain, ce qui nécessite la conception de systèmes d'atterrissage personnalisés. C'est comme essayer de garer une voiture sur une planète différente à chaque fois. Et quelle est la taille de la charge utile que peuvent transporter les fusées actuelles? Y a-t-il des limites à la quantité de choses que nous pouvons envoyer dans l'espace? Les fusées actuelles ont des limitations sur la quantité de charge utile qu'elles peuvent transporter. Cela limite la taille et la complexité des engins spatiaux et des instruments scientifiques que nous pouvons envoyer dans l'espace. C'est comme essayer de faire rentrer tous vos bagages dans une voiture compacte. Nous avons besoin de fusées plus grandes et plus puissantes pour pouvoir envoyer plus de choses dans l'espace. Et enfin, que me dites-vous de la nécessité de développer des systèmes autonomes et robotiques pour réduire la dépendance humaine dans certaines tâches? Le développement de systèmes autonomes et robotiques est crucial pour l'exploration spatiale à long terme. Les robots peuvent effectuer des tâches dangereuses ou répétitives, libérer les astronautes pour qu'ils se concentrent sur des tâches plus importantes et explorer des endroits inaccessibles aux humains. C'est comme avoir une équipe de robots travailleurs qui font tout le sale boulot pour nous. Je pense que nous avons assez bien couvert tous les facteurs qui rendent le voyage dans l'espace si difficile.
C'est une combinaison de défis techniques, économiques et humains. C'est exact. Surmonter ces défis nécessitera innovation, investissement et collaboration à l'échelle mondiale. Mais je crois que cela vaut la peine. L'exploration spatiale nous permet d'en apprendre davantage sur l'univers, de développer de nouvelles technologies et d'inspirer les futures générations de scientifiques et d'ingénieurs. Tout à fait d'accord. Explorateurs, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à en apprendre davantage sur l'espace et les autres merveilles de l'univers, que devez-vous faire? Facile. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et laissez un commentaire avec vos questions ou suggestions. Exactement. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui sont également curieux de l'espace. À la prochaine, explorateurs!